Salut Super. Guillaume, Bonjour Jean-François. est-ce que tu peux te présenter? Ouais. Je m'appelle Guillaume de Gevigné, Ouais, j'ai 39 ans. ouais, J'accompagne les personnes à oser prendre parole, à oser dire et se dire, avec trois métiers essentiellement. L'accompagnement, je suis coach et thérapeute. La formation, je suis formateur à l'art oratoire. Et les conférences, où j'interviens, que ce soit en collège et lycée, sur des questions d'éducation affective, relationnelle et sexuelle, ou des conférences en entreprise avec les outils de la philosophie. ok. Voilà, en quelques mots, ce que je peux dire de moi un peu rapidement. Aujourd'hui, on va explorer deux thématiques. La parole, Mm. qui est au cœur de ton métier, la thématique du masculin. Toi Mm. aussi, tu le fais moins aujourd'hui, mais tu as Mm. aussi beaucoup accompagné les hommes à un certain moment. Tu fais partie de ces gens qui ont réalisé leur rêve d'enfant. Ouais, Est-ce ouais. que tu peux me parler des deux rêves d'enfant que tu avais évoqués quand on avait préparé l'interview? Ok, Et puis ensuite, nous raconter un peu ton parcours. Comment t'en es arrivé au coaching, à l'accompagnement? ok. Ouais, bien vu. Mais de rêve de gosse, on peut en voir, je sais pas si on voit sur la caméra, mais il y a toujours des exemplaires un peu partout de Ouais, Lego. non, on les voit pas malheureusement. J'ai coupé juste en dessous. Mais Mm. je suis un gros fan de Lego. Ok, Et quand j'étais gosse, mon rêve, vraiment mon premier rêve dans mes souvenirs, c'était d'être ingénieur chez Lego, c'est-à-dire de passer ma journée à construire et à inventer de nouveaux châteaux Lego. ouais. Et ça, c'est un premier rêve de gosse. C'est totalement un Et, rêve d'enfant. c'est C'est vraiment, c'est totalement un métier d'enfant. tu vois, et Ouais, pendant des années, ouais, j'ai un peu laissé ça tomber. ouais. Et en fait, c'est en rentrant, vraiment en comprenant qu'un un rêve de gosse, c'est un symbole. Donc, c'est à ouvrir. Parce que être ingénieur chez Lego, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Parce que Oui, voilà, plein de gens peuvent avoir le même rêve, mais pour oui. moi précisément, qu'est-ce que ça voulait dire? Et moi, ça voulait dire en fait être, être le constructeur, le bâtisseur de ma vie. Et avec la notion de Lego, il y a une image de couleur, une dimension de couleur. Et pour moi, c'est quelque chose de très coloré, une vie très colorée. Et Ok, donc, c'est ce que je fais aujourd'hui dans ma vie. ok. Je construis ma vie de manière assez colorée. Et le deuxième rêve, qui est un peu original, qui était devenir prêtre. Et il y avait trois dimensions spécifiquement en devenir prêtre. C'était de confesser, de prêcher et de célébrer la messe. Donc l'aspect vraiment concret de la célébration de la messe. Et il m'a fallu des années pour comprendre ce que ça voulait dire. Et c'est pareil dans cette rentrée dans la compréhension que ce sont des symboles à ouvrir, parce que j'ai essayé de devenir prêtre, j'ai fait 3 ans de séminaire, ça n'a pas marché, c'était pas mon truc, mais on en reparlera peut-être à l'occasion. Et donc c'est vraiment en plongeant dans cette compréhension, et chacun était un symbole d'un désir profond, confessé, était, dis-moi, interviens quand tu veux. Ok. Aujourd'hui, comment ça se manifeste? En quoi aujourd'hui tu es ingénieur Lego? En quoi aujourd'hui il y a de la couleur dans ta vie? Et en quoi aujourd'hui, même si finalement après avoir fait le séminaire, bah, t'as pas choisi la voie de la prêtrise, il y a ces dimensions. Voilà, comment ça se concrétise Ouais. aujourd'hui dans ta vie? Et du coup, être prêtre pour moi dans la vie aujourd'hui, et en particulier dans ces trois dimensions-là, eh bien l'accompagnement des personnes, ce que je fantasmais comme étant ma vocation de confesser, c'était en fait en réalité un désir d'accompagner les personnes. Ce qui est certain, c'est que le point commun qu'on peut trouver, c'est vers un mieux-être. Hmm. Voilà, peu importe les différentes, comment on va pouvoir accompagner, hein, le coaching, le Ok. conseil, le mentorat, la thérapie, il y a plein de manières Ouais. d'accompagner. Hein. Hmm. Le prêcher, ben, c'est ce que je fais avec la formation à l'art oratoire, qui est déjà une manière de transmettre et du coup de prendre parole, et les conférences. Être ingénieur chez Lego avec une vie en couleur, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est construire ma vie, bâtir ma vie. Et en couleur, bah, Il y a beaucoup de couleurs dans ton appartement, il y a oui, beaucoup de couleurs dans mon effectivement. appartement, dans ma vie. Moi, je suis très attaché aux couleurs parce que ça Oui, donne quelque chose d'une profondeur de la vie et une pétillance de la vie. Ça, c'est un mot qui est très commun avec mon oui, épouse, oui, ok, qui est ok, comédienne. On va ok, en parler. Et ok. puis, célébrer le corps, enfin, célébrer la messe. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que ça pouvait dire. En fait, c'est une amie qui m'a dit un jour, mais et si c'était de célébrer le corps? De dire quelque chose que le corps est important. Mhm. Voilà. Et du coup, c'est ça que je commence à manifester en ayant épousé une comédienne dont le métier principal, c'est de donner à voir par le corps et en travaillant beaucoup sur le Mhm. corps moi-même. Oui, ouais, on y reviendra. C'est vrai que tu l'avais évoqué aussi quand on préparait. J'aurais des questions à te poser à ce sujet. Quand tu as une quinzaine d'années, tu vis une conversion. Donc toi, tu viens d'une famille catholique, mais tu fais une expérience personnelle de la foi. On est à Notre-Dame-du-Lot. Ça ouvre un questionnement existentiel qui va t'amener plus tard vers la philosophie. Je pense que ça t'anime toujours beaucoup Toujours. Ça aujourd'hui. peut se voir un peu dans les bouquins d'ailleurs. Ah oui, ok. Il y a tout ça, tout ce rayon-là en tout cas. D'accord, tout ça c'est de la Philo, ouais. philo. Ouais. Ok.
Puis il y a du masculin, Ok, il y a plein de choses. ok. Donc tu l'as évoqué, tu as été au séminaire. Tu étais 2 fois dans 2 séminaires Séminaires différents, Ouais. avec un an d'humanitaire entre, c'est Non, non, ça? avant. Avant, Si d'accord, tu veux, ok. je retrace rapidement le parcours juste pour sa cible Si tu ou on veux, rentre oui. dans le vif du sujet. Non. En gros, pour aller très vite, en fait, si tu veux, une ligne de force dans ma vie, c'est que je suis un chercheur de vérité, un chercheur de sens. Et du coup, j'ai essayé plein de trucs, un peu dans tous les sens. Donc, quand on regarde un regard extérieur, ma vie elle ressemble un peu à un gros bordel, ou plutôt à une grosse caisse de Lego de toutes les couleurs. Donc, c'est-à-dire que vraiment, dès que j'ai senti un truc, ah tiens, je vais aller par là, puis je voyais que ça m'allait pas, j'allais quand même jusqu'au bout de ma recherche en disant, je vais jusqu'au bout de cette expérience-là. Et parfois, en 4 mois, ça suffit. Hein. Une expérience de 4 mois, ça suffit parfois. Hmm. Ou une journée, j'ai été facteur une journée. Donc, tu vois, ça peut parfois. Facteur à la poste? Ouais, avec Ok. mon vélo et tout. Une journée, je D'accord. me dis, oh là, ça me va pas. Bref. Après, il y a parfois des moments où j'ai pris des postures juste pour gagner de l'argent. Et c'est parfois des passages nécessaires. Donc tu as testé beaucoup de choses en allant Beaucoup. à chaque fois jusqu'au bout du chemin. En tout cas, de ce que moi, j'estimais être le bout de mon chemin. Ok. Donc, par exemple, j'ai fait une école de commerce, 5 ans. D'accord. Après mon école, le bac, je suis parti en humanitaire, je suis un an au Vietnam, je suis allé au séminaire pendant 2 ans, Ok. dont quelques mois à Cuba, donc encore un autre passage humanitaire, mais là en tant que séminariste. Ensuite, j'ai bossé 2 ans dans la banque, et là, je suis retourné au séminaire. Voilà, et donc j'ai fait tout un parcours spirituel et de discernement vocationnel. Vraiment, j'ai jusqu'au bout de cette question mais est-ce que c'est pas vraiment ce truc-là? Tu vois, et entre les deux, je me suis confronté à la vie réelle en étant voilà, banquier. Bon, c'est un métier. Et c'est vraiment dans la deuxième partie de séminaire que je me suis vraiment rendu compte. En fait, non, c'est pas ça mon appel. En tout cas, c'est pas l'accomplissement de ce rêve de gosse n'est pas dans la prêtrise, c'est dans autre chose. Ce que j'ai découvert du coup en pratiquant, en travaillant, en cherchant avec différentes postures encore après, en essayant différents métiers dans la communication plutôt. Et donc, ça fait 10 ans maintenant que je fais l'accompagnement à la prise de parole en public, et puis 6 ans que je travaille sur les émotions, le coaching, la thérapie, etc. Ok. On va basculer sur la question de la parole. Ouais, bah oui. Tu m'as dit, c'est le sujet de ma vie, Ouais. la parole. Pourquoi c'est aussi important pour toi dans ta vie? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le travail que tu fais avec les personnes que tu accompagnes? Ok, j'ai même plein de questions. On va commencer par la première. Alors, Comment j'accompagne les personnes? oui. Ok. Mais peut-être si tu veux, mais pourquoi c'est le sujet de ta vie aussi? Ok, pour le sujet de ma vie. Ok. Comme j'aime à le dire, parce que c'est une prise de conscience qui a maturé, qui a pris du temps. C'est venu quand? Quand est-ce que tu as commencé? Ça fait combien d'années que tu travailles sur le sujet de la parole professionnellement? C'est ma première formation que j'ai pu donner en prise de parole en public, c'était il y a 10 ans, 2012, octobre 2012. Okay, d'accord. Après, je n'étais pas encore tout à fait dans la conscience de ça, mais c'est au fur et à mesure. Donc je dirais, c'est pareil, ça fait, disons, une dizaine d'années que j'ai pris conscience que j'avais un vrai sujet de la parole. Avant l'histoire, si tu veux, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, c'est un sujet qui est délicat, difficile, mais un événement de mon enfance a fait un abus, d'ailleurs un abus physique et psychologique, évidemment, parce que quand il y a physique, il y a psychologique, que j'ai subi quand j'avais 5-6 ans. A profondément marqué évidemment ma psychologie de petit garçon et a brisé quelque chose du rapport à la fait de dire, notamment parce que cette personne a dit surtout ne dis rien à tes parents. Et cette phrase-là a cassé quelque chose du rapport à la parole, parce que du coup le petit enfant Guillaume n'était plus en capacité de dire ce qu'il ressentait. C'est comme ça que ça a fonctionné. Hein. Et du coup, eh bien, il a beaucoup parlé. Enfin, je parle de il, mais petit garçon, je parlais beaucoup et j'essayais de trouver des moyens de me faire entendre en faisant rire, de manière très maladroite, très gauche. C'est comme ça que j'ai fait, c'est comme ça que j'ai pu trouver voilà. Et du coup, jusqu'à mon adolescence, puis encore ma vie adulte, eh bien, il y avait quelque chose d'un mutisme. Mais tu pouvais pas dire ce qu'il y avait à l'intérieur. Je pouvais pas dire ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, par exemple, je sais pas, je me sens en colère ou des choses comme ça. Ouais. Là, c'était pas possible. Ok. Donc il y avait une fracture physique et psychologique, enfin physique, psychologique en tout cas, qui n'était pas capable. Et puis grâce à différentes rencontres, grâce à différentes et surtout au début du travail psychologique que j'ai pu entamer, eh bien voilà, des mots ont réussi à sortir, des choses ont commencé à se dire. Et peut-être avant de regarder comment tu as avancé là-dessus, qu'est-ce que ça aujourd'hui quand tu regardes en arrière,
qu'est-ce que ça avait comme conséquence dans ta vie, concrètement? Est-ce que ça te bloquait, j'imagine, dans ta relation aux autres? Est-ce que le fait de ne pas pouvoir construire un discours, peut-être, je sais pas, sur ce qui t'arrive, t'empêchait euh, ouais, de comprendre, de donner du sens, de voir de la linéarité? Euh, Est-ce que peut-être ça te bloquait, je sais pas, dans des apprentissages? Tu sais, moi, je suis un ancien prof, j'ai enseigné pendant 5 ans Mmh. et j'ai beaucoup été formé en pédagogie, au rôle de la parole dans l'apprentissage. Tu arriverais à nommer quelques points concrets chez toi qui ont été bloqués Mmh. à cause du fait que tu n'avais pas accès Mmh. à pouvoir exprimer ce qu'il y avait à l'intérieur? Mmh. Énorme question, énorme question. Ce qui me Ok, vient spontanément, c'est la ouais, première chose, c'est la souffrance. ok, C'est que le fait de ne pas dire, ben, en fait, même cette souffrance-là qu'on ne peut pas dire, ben, elle est quand même là. Enfin, je veux dire, c'est d'accord, pas que je la dis pas, qu'elle n'est d'accord. pas présente. Donc c'est une Donc il y a une souffrance grande souffrance, d'enfant et d'ado, puis ensuite peut-être de jeune adulte? bien sûr, parce qu'en D'accord, plus, toutes les émotions qui ne sont pas écoutées, qui ne sont pas dites, elles oui, sont engrammées. Les émotions, tant oui, qu'elles ne sont pas dans le corps. assumées, elles sont engrammées dans le Ouais, corps. ouais, Ouais. C'est-à-dire que si l'émotion, c'est un indicateur d'accord, d'un besoin profond. d'accord. Si je n'écoute pas l'émotion, je n'écoute donc pas le besoin profond. Or, le besoin, il est à satisfaire. Tant qu'il n'est pas satisfait, l'émotion, elle remonte. Ou alors, si elle Ok. n'est vraiment pas du tout écoutée, et si elle est repoussée, comprimée, ce qu'on veut, eh bien, elle s'engramme, elle reste dans le corps. En gros, c'est comme si au lieu de sortir à l'extérieur, ça reste, et du coup, ça reste où? À l'intérieur, bah, quelque part dans le corps. Et jusqu'à un D'accord, engrammement cellulaire. d'accord. Absolument, c'est ce qu'on travaille en psychosomatique, justement. Ok, Le ok, dégrammage, ok, ouais, cellulaire. ok, Ouais, ça va jusque-là. ok. Et comment tu prends conscience que il y a quelque chose là autour de la parole? Mm. Quel travail tu fais? Euh, donc, au niveau de la libération, je sais pas Mm. comment on appelle ça, mais ce travail de désengrammage, Mm. quel est le travail que tu as Mm. fait? Euh, La première chose pour moi qui est vraiment importante, c'est de me. En fait, je pense que c'est une des choses les plus importantes, et je pense que j'en prends conscience même, le fait d'en parler, d'accord, c'est le fait qu'on m'ait demandé d'être formateur à la prise de parole. C'est-à-dire qu'on est venu me d'accord, chercher en me disant, tiens, t'as des talents d'orateur, etc. Alors que moi, si les d'accord. gens savaient le décalage qu'il y avait entre le Guillaume intérieur et le Guillaume extérieur. Donc, à l'époque, t'avais pas encore fait ce travail sur la Non, parole, non, mais tu avais une certaine capacité d'expression en public. oui, Donc, ta parole était peut-être bloquée à un niveau dans les relations. intra, mais pas extra. Ok, d'accord. C'est-à-dire que Ok. intra, c'est-à-dire de moi-même à moi-même, elle était vraiment Mm. bloqué. Et dans le rapport, en tout cas superficiel aux gens, ça fonctionnait bien. Ok, Tu d'accord. vois, en Ok. termes relationnels, Ok. d'un certain point de vue, ça marchait bien. Ok, en surface. Ok. Voilà, dès qu'on Ouais. rentrait en profondeur sur la gestion des émotions, D'accord. du rapport aux D'accord. émotions, D'accord. ça devenait aussi frozen aussi, Ok. bloqué aussi, tu vois. Ok. Donc ça, c'est une première réalité. Et ensuite, il travaille, donc c'est d'où ta question, je pense, le travail psychologique. Enfin, moi, en tout cas, ça a été mon chemin essentiel d'aller plonger à l'intérieur pour aller me connecter à ces fameuses émotions qui me disaient quelque chose. Comment on fait alors pour... Il y a plein C'est de c'est quoi le biais, hein. travail de la somatique? Mais moi, en tout cas, les chemins que j'ai utilisés, c'est le chemin dialogal, donc en fait, d'être écouté, que je puisse me dire, avoir un espace Quand tu dis, sans jugement. quand tu dis le chemin de dialogal, c'est le nom d'une Alors, approche dialogal, thérapeutique pardon, c'est ou... de dialogue, dans l'échange. D'accord, ok. Voilà. C'est pas le nom d'une thérapie, c'est toi Alors, il y a qui... beaucoup de thérapies qui sont dialogales, ce sont le nom D'accord, de différentes thérapies. d'accord, Voilà. Et donc, moi, j'ai rencontré à plusieurs occasions différentes personnes qui ont créé un espace d'écoute. d'accord. Voilà. Ça, c'est une première étape pour moi énorme. Du coup, c'est pouvoir Et prendre parole. c'est en... Ok, donc ça peut se vivre, peu importe le cadre en fait, que ce Oui, soit il y a plein. psychanalyque ou Oui, autre, oui, c'est ça. c'est le fait de pouvoir avoir exprimé ton histoire. C'est ça. Ok. De pouvoir dire ce qui Mettre ne des pouvait mots, se oui, dire. oui, Dans un espace confidentiel et privilégié, oui, oui, d'être écouté et entendu. oui. Et le deuxième aspect qui, là, pour moi, a été vraiment l'autoroute de croissance, c'est d'être à l'écoute des symptômes du corps. C'est-à-dire que c'est beau de dire ce dont j'ai conscience, mais il y a tellement de choses dont on n'a pas conscience. Par contre, le corps, lui, se souvient. Le Ok, corps ne ment jamais. Le corps a notre vérité. Notre corps est notre vérité. Et ça, vraiment, c'est hyper fort, même en tant que croyant. Je suis chrétien, le rapport à la chair, Dieu s'est fait chair, enfin, le Christ s'est fait chair, etc. Ça dit, pour moi, c'est très, très fort de lier la théologie là-dessus et la psychologie.
Et donc, c'est dans l'écoute des symptômes du corps, c'est-à-dire que, eh bien, en écoutant en profondeur des souvenirs, en connectant l'émotion et les souvenirs, ben, il y avait parfois, hop, une somatisation du corps. Parfois des tétanies, donc le corps qui part en tétanie, des blocages, et du coup, je peux plus parler, plus bouger comme ça, jusqu'à que l'émotion soit sortie. Donc ça, tu le vois, en fait, quand tu fais le travail avec le thérapeute, que tu Ouais, racontes ton histoire, tu sens qu'à tel moment, tu viens atteindre un nœud émotionnel et ouais, tu sens quelque chose qui se passe. exactement. Et tu as fait du travail en somatic experiencing On tu- pourrait tu- appeler ça comme ça, peut-être, je sais pas, moi, j'appelle ça les sauterings. Ok. Voilà, Comme Sottering. Ok. sauter, Ok. du grec, le salut, la santé. C'est quoi le concept? Le concept, c'est ça, c'est d'aller écouter l'émotion, de se connecter. En fait, l'idée, le principe Tu premier, c'est, racontes d'abord? t'as pas besoin de pas forcément de parler, D'accord. c'est en tout cas de te connecter à l'émotion que tu ne veux pas, à laquelle tu ne veux pas te connecter. Ok. Pour sortir d'une blessure, il faut y rentrer. Ok, d'accord. Si tu es vivant, c'est que tu as déjà traversé la blessure. Donc là, l'idée, c'est de retraverser pour la dégager. Et tu fais quoi ensuite? Donc tu te connectes à l'émotion, par exemple, Ouais. t'as Alors, c'est pas là, c'est plutôt là, une forte peur, ouais, et par exemple. donc tu vas, je sais pas, fermer les yeux, Ouais, regarder où c'est dans ton ouais, corps. tout à Ok. fait. Et il y Donc a forcément une image qui monte. Il y a ok, toujours une d'accord. image qui monte. Ok, Et tu plonges dans l'image. ok. Et là, Même si c'est un trou noir, bah, tu plonges dans le trou noir. Et là, pouf, il y a plein de choses qui viennent, des émotions de peur, d'angoisse, ou de colère, ou de tristesse. Et tu laisses monter, t'accueilles, Hmm. jusqu'à qu'il y ait des manifestations corporelles, ou simplement ça pleure, ou ça colère. Et du coup, la colère, après, tu as plusieurs manières de la traiter, notamment celle de potentiellement de te mettre debout Hmm. et de la sortir, de la verbaliser. Ok, Voilà. ok, Donc voilà, il y a différents moyens, évidemment, hein, mais ok. Et donc, ok, donc tu ressens l'émotion, donc le thérapeute est là en soutien toujours. avec Et puis toi, c'est en communauté, hein. Soteria Formation, il y a toujours en d'accord? communauté, au sens, il y a au moins 2, 3, 4 témoins qui sont là. D'accord. Pardon, j'ai pas compris, c'est sautelière? Sotering, Soteria. Ah, ok, d'accord. Ouais, non, Ok, ouais. ok. Donc c'est de la thérapie de groupe. Thérapie de groupe, ouais. Ok, donc on va Mais passer, individuelle. Bon, comment dire. Bah, thérapie de groupe, oui, pardon. on passe les uns après les Oui, autres. c'est ça, ouais. Ouais, ok, ok. Et donc on va Ouais. pouvoir euh, exprimer une colère, enfin décharger. Ouais. En fait, c'est une décharge. On vient sentir ce qu'il y a dans le corps et puis après on le décharge en l'exprimant. C'est Oui, ça? ou pas, ou simplement c'est le corps qui décharge tout seul. Et tu as juste Ok, à faire à d'accord, accueillir ce qui se passe. d'accord, ok, ok. Ouais. Ça demande beaucoup en fonction de la disposition, soit de l'énergie masculine, où Oui. tu vas sentir ta colère, verbaliser, Hmm. soit au contraire de l'énergie féminine pour laisser faire. Et j'imagine que du coup, tu dois avoir des décharges assez spectaculaires, des Oui. tremblements, des choses comme ça. Il y a des Ouais, ça choses doit être parfois qui assez sont impressionnant. Ouais. spectaculaires, Ouais, absolument. ouais, ok. Pardon, Ouais. je ramasse Je t'en ma prie. feuille qui Et est en train de tomber. parfois, de fait, parfois, en tout cas les premières fois où on peut être témoin de ça, ça peut ouais, faire peur, inquiéter. Ouais. Mais quand on témoigne, quand on vit ça, c'est une telle libération, c'est incroyable que du coup, Hmm. voilà, on se rend compte que bah, c'est un chemin Hmm. possible. Ça me fait penser à beaucoup de choses. Ça me fait penser à un podcast que j'avais écouté de Nicolas Aignon dans le podcast Génération Do It Yourself. C'est un invité, c'est un podcast qui parle habituellement plutôt de business, d'entrepreneuriat, etc. Lui vient témoigner de son parcours de développement personnel. Et en fait, il raconte une expérience comme ça d'une décharge qu'il vit dans son corps. Alors lui, c'est avec une approche qui s'appelle la respiration. Je ne sais jamais si on dit allotropique ou holotropique. Ok. Tu connais? Non. Ok. Donc c'est une façon de respirer Ok. assez intensément qui te met dans un état de conscience un peu modifié. Ok. Et donc c'est quelque chose qui se vit de façon collective avec une musique assez forte. Ok. Et il y a une sorte d'état de transe en Ouais. fait que ça déclenche. Et lui, ça lui a permis d'aller trouver une libération vraiment émotionnelle par son corps. Et ensuite, le fait de l'avoir vécu une fois. Ensuite, dans sa vie au quotidien, euh, il avait enregistré le chemin par lequel passer pour provoquer de la libération émotionnelle. Donc il l'a vécu une fois de façon très intense. Et après, c'est comme s'il connaissait déjà le chemin. Et du coup, il pouvait... avec cette mémoire-là, se décharger Oui. de peur. Donc la première fois, c'est très impressionnant. Oui. Et puis ensuite, on apprend le chemin, quoi. Oui, Ouais. absolument. Ouais. Ça m'est arrivé je pense au moins 3 fois de faire le chemin tout seul.
D'accord, ok. Ouais. Et ça se fait en lien beaucoup avec les D'accord. rêves. D'accord. Parce que les rêves, c'est l'inconscient qui utilise des images pour matérialiser les émotions. Toutes les images qu'on voit dans les rêves sont des émotions. Et du coup, quand on essaye de toucher, de savoir quelle émotion il s'agit, ça peut nous reconnecter du coup à ces fameuses émotions engrammées depuis des années, et du coup, faire sortir des engrammages de corps. Tout est lié. Moi, c'est ça qui me fascine et me stimule, voilà, me passionne, quoi. Hmm. Hmm. Je te parlais du somatic experiencing Ouais. juste avant. C'est peut-être la même chose, hein. C'est des personnes qui ont dû découvrir la même réalité de manière différente. Je crois pas que ce soit basé sur de la décharge émotionnelle comme ça, mais c'est plutôt, si j'ai bien compris cette approche-là, beaucoup plus dans la relation et de voir en fait des gestes qu'on va adopter de façon un petit peu automatique et inconsciente et de voir mais qu'est-ce que je ressens quand je fais ce geste-là Ouais. et ah tiens quand je fais celui-ci ça fait baisser le niveau de stress à l'intérieur de moi Ok. et quelque chose de beaucoup plus doux guidé dans la relation Ouais. et donc c'est une approche thérapeutique, il me semble, assez efficace Ouais. en termes de ce qu'on peut mesurer en termes d'impact. Et ça fait un peu partie de ces nouvelles vagues de thérapie qui sont basées sur le corps, Ouais. qui sont beaucoup plus présentes dans le monde anglo-saxon. Ouais. Là où nous, on reste beaucoup Absolument. dans le mental et dans la psychanalyse, Oui. dans l'approche de la thérapie en France. Ouais. Et Elle en a tout du cas, bon, la psychanalyse, mais elle a ses limites aussi. oui. En tout cas, tu parles à un convaincu de la guérison par le corps. Et moi aussi, ma vie s'est transformée le jour où j'avais compris en fait que j'avais un corps et que c'était très intéressant ce qui se passait à l'intérieur. Et que Que je suis un corps, plus que j'ai un corps. En tout cas, moi, c'est intéressant, ouais, en philosophie même, d'accord, dire je suis un corps. ouais, C'est pas j'ai un corps, c'est je suis hmm, mon corps. ouais, 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 ouais. Énorme. ouais, Énorme sujet, hein. On peut en parler pendant 10 heures. ouais, C'est tellement ouf, c'est tellement ouf. ouais, Ouais. passionnant, ouais. Je reviens sur la parole. Ouais. Euh, il y avait d'autres choses d'autres éléments sur ton parcours. Et sinon, on regarde un peu plus comment Alors, il y a plein de t'accompagnes. choses. Moi, ce qui me semble être le lien qui vient de se Oui, faire avec la parole, c'est que pour moi, en fait, notre corps, c'est aussi une parole. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est-à-dire c'est-à-dire que, quand on s'exprime, bah voilà, c'est l'expression, bah oui. d'accord. Et même moi, quand je dis libérer votre verbe, qui est la devise de ma boîte, ça veut dire, en fait, Ok, le verbe, c'est notre identité profonde. C'est la parole que je suis. Ce que je suis, je le dis par tout ce que je suis. Ce que je suis profondément, je le dis par mon corps, évidemment par le verbe, par les mots. ok. Mais en fait, tout ce que je suis, c'est mon identité profonde. En fait, ce que tu dis, c'est que quand je m'exprime, que ce soit avec des mots ou avec mon corps, j'existe. Je dis, c'est ça, je dis Ouais, qui je suis, je dis ce que je suis. ouais. Alors, de manière plus ou moins abîmée, et puis parfois plus ou moins cachée, voilée, par différentes raisons, soit par mes problèmes psychologiques, par mes traumatismes, ou simplement par volonté de cacher. Hmm. Il y en a on le sait bien avec tout ce qu'on entend beaucoup sur les pervers narcissiques, etc. C'est des types qui maîtrisent leur apparence complètement. Du coup, ils donnent d'avoir une image qui fait qu'ils ne sont pas du tout à l'intérieur, etc. Donc, de fait, ça peut être soit complètement involontaire, soit vraiment volontaire. Ok, En tout cas, ce que je donne à voir, ce que je suis n'est pas seulement ce que je dis, mais tout ce que je donne à voir, évidemment. Et pour moi, tout ça, c'est parole. Tout ça, c'est verbe plutôt que parole, d'ailleurs. Moi, je ne sais pas si je suis très clair, mais en tout cas, c'est ma conviction profonde. quand tu dis verbe, implicitement, ça veut dire cette dimension existentielle. Je sais pas Ouais. si j'ai le terme très précis, mais en C'est tout cas, exactement ça, ontologique ou existentiel. Ouais, ouais, ok, ouais, c'est ça. ouais. Ouais, ouais, Je trouve ça fascinant, en fait, de se dire que, tu vois, par exemple, là, je suis en train de te parler, ouais. et je ne sais pas à l'avance exact. En fait, le cheminement de ma pensée se construit en même temps que je l'exprime. Et c'est comme si ma parole euh, euh, construisait l'idée. J'exprime une idée par ma parole, mais en même temps que je l'exprime, elle se construit. Donc, première chose que je trouve assez fascinante. Et Un des grands débats de la philosophie. d'accord, je ne savais pas. Est-ce que les mots définissent la pensée ou est-ce que c'est la pensée qui donne sens aux mots? Est-ce que la pensée ou le mot, qui est avant, qui est après? Bref, C'est bon, mais c'est les questions du structuralisme, non? C'est
En partie, enfin, la Ouais. société Ouais. a voulu travailler le Ouais. constructivisme, etc. ont voulu travailler ces questions-là, mais Ouais. c'est un débat dans l'histoire de la philosophie de toujours. En tout cas, moi, je te parlais de mon expérience de prof un peu plus tôt. J'ai été fasciné par ces formations pédagogiques que j'ai eues, où on se rendait compte que pour certains enfants, il est impossible de comprendre, mémoriser, de réfléchir en fait, sans verbaliser ce qu'ils sont en train de faire. C'est, on est tous un peu différents face aux Ouais. apprentissages, mais Alors ça, c'est une conviction profonde, hein, ok. et qui vient de mon expérience aussi justement de verbaliser que nous existons par notre verbe. Tu te sers de ça, je sais pas, par exemple face à un problème complexe, de le verbaliser, ou face à un moment où tu es ému ou pris par quelque chose, de te raconter l'histoire. C'est un outil dont tu te sers de façon concrète, Verbaliser, toi, c'est dans ta faire vie? exister. Donc, quelque chose qui est présent, qui peut avoir une masse informe, le fait de le verbaliser lui donne existence. C'est une conviction profonde. Ça ne veut Ok, pas dire que ça n'existe pas à l'intérieur. Mais ok. là, c'est le fait que je peux le voir à l'extérieur, je peux en discerner les contours, donner une forme, ce qu'on appelle gestalt d'ailleurs, c'est un mot, un des courants de thérapie. Mais toi dans, je sais pas, dans ta vie quotidienne, quand tu sens que tu as des choses qui sont un peu informes ou un peu des masses, il y a des fois où tu te dis consciemment, tiens, je Oui, vais verbaliser. oui. Verbaliser soit oralement, je le fais beaucoup, mais ou soit à l'écrit. Mais ça peut être, Parce qu'écrit, ça peut être quoi? Ça peut être, prendre une décision, ça veut ok, dire, je comprends pas, tiens, il y a un client qui me dit un truc. Alors, de fait, quand je suis en coaching, c'est aussi mon métier d'accord. reformuler, verbaliser, etc. Et comment, quelque chose que je comprends pas dans ma vie, oui, c'est le dire tout haut. Me dire, tiens, je ne comprends pas Ok. cette situation-là. Est-ce que j'en ai une récemment? Ok, donc Oui. tu te la racontes à haute voix, Ouais, tout seul. ouais. Ok. Mais d'ailleurs, c'est un des principes essentiels de l'accompagnement, peu importe lequel. Le fait de verbaliser, d'avoir quelqu'un qui est là, présent, disponible pour écouter, et l'autre va pouvoir me donner Oui. en miroir ce que je dis. Ah oui. Donc Oui, c'est oui. une double réalité, il y a plusieurs profondeurs encore. Mais la personne du tiers va non seulement permettre à moi de verbaliser, mais en Hmm, plus de me faire miroir de ce qui se dit. hmm, Donc là, ça fait exister ma parole. En fait, on ne se rend pas compte à quel point rien que ça, c'est extraordinaire. hmm, Ça devrait se passer dans le couple, même si c'est pas l'objet du couple d'être thérapeutique, je ne hmm. suis pas en train de dire ça. Mais en fait, un des espaces de parole absolument nécessaire, ce serait la famille, a priori. A priori. On sait bien que c'est pas là. On est loin de ça, mais et que le couple, surtout le couple, soit l'espace de parole pour l'un et pour l'autre. Ok. Gros sujet aussi, hein, sur l'aspect du couple. Un de mes sujets chéris, l'amour, le sexe, tout ça. Ouais, ouais. L'amour, la sexualité, ouais, 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 ouais. C'est ouais, un de tes dada. ouais. Je sais pas si on aura le temps de plonger là-dedans. Mais non, je sais on, pas quelle heure il est, mais. on va voir. Il nous reste une petite vingtaine de minutes. Ouais, Comment t'accompagnes les gens sur la prise de parole donc tu me disais que enfin, cette interview en off, tu me disais que ouais, tu avais une partie d'accompagner les gens à la prise de parole en public, donc ouais, j'imagine plutôt dans le professionnel, ouais. mais que de plus en plus dans ton activité, il y a quelque chose de thérapeutique en fait Mm. qui s'exerce. Moi, je serais curieux de savoir euh, euh, bah, déjà, comment moi, Jean-François, qu'est-ce que je peux faire pour mieux parler en public? Et puis, si je sens que je suis un peu bloqué au niveau de ma parole, et d'ailleurs, en fait, c'est concret, tu vois. Euh, Parfois, je sens que je suis un peu bloqué au niveau de mes Ouais, mâchoires ouais, quand je parle à quelqu'un. ouais. Donc, il y a un petit sujet aussi. Comment tu accompagnes les gens? C'est quoi les conseils que tu donnes en général pour débloquer, pour avancer là-dessus? Là, tu m'emmènes sur un immense sujet. Ok. Euh, pour être très rapide, Ouais. il y a deux aspects. Ok. Il y a l'aspect rhétorique, l'aspect oratoire. Ok. Rhétorique, c'est la construction du discours. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire? C'est quoi mon objectif? C'est quoi mon message? D'accord. Ok. Ok. Donc là, c'est un des aspects de la prise de parole en public, c'est construction du message. Ok. Donc là, on est sur les mots vraiment essentiels, les Ok. mots, la structure, etc. L'autre aspect sur lequel j'accompagne un peu plus en ce moment, ça dépend vraiment, c'est cyclique, hein, c'est l'art oratoire, c'est-à-dire la posture, l'oralité, les gestes, le regard, le sourire, tout ce que je dis par mon corps, justement. Donc là, ça dépend évidemment de toutes les situations. Beaucoup de ce qu'on fait là-dedans, c'est aussi de la gestion du stress, ok, Ok. gestion des émotions. Parce que la prise de parole en public, c'est considéré comme une des plus grandes peurs du monde contemporain.
On pourrait expliquer pourquoi, etc. C'est pas le lieu, mais en tout cas, de savoir que c'est une peur récurrente de la majorité d'entre nous. Et du coup, Ah ouais, d'accord. savoir que la prise de parole en public, ce sont des techniques. Ok. Il y a tout un certain nombre de techniques qui me permettent de m'assurer que mon message sera entendu, compris, retenu. C'est quoi les plus classiques? Les techniques, Oui. c'est la posture. Ok. La Donc, posture. c'est-à-dire, tu vas C'est-à-dire, t'entraîner à te tenir droit, voilà, ouvrir le geste, d'avoir les des choses comme gestes ça. Ouais. ouverts, D'accord. amples, vers l'avant, un regard qui regarde le public dans les yeux autant que possible, Mhm. quelque chose d'affable, de Ok. souriant, Ok. ou en tout cas de déterminé, voire de grave si besoin, mais en tout cas d'avoir quelque chose de bienveillant au visage, d'avoir les paumes vers le public, d'avoir des gestes qui sont au soutien, mais ça après les gestes, c'est simplement de comprendre qu'ils sont au service de ma parole, et une posture confiante. Rien que ça, c'est la base, le minimum d'une prise de parole. Ce qui n'empêche pas, et ça pour moi c'est essentiel aussi de comprendre, ce qui n'empêche pas que on le voit beaucoup dans les médias aujourd'hui, ils sont affalés dans les canapés et ça se passe très bien. C'est juste que certaines personnes sont arrivées à un certain niveau de maîtrise de leur prise de parole en public, de leur gestion de leurs émotions. Je pense à Lucchini par exemple. Du coup, il n'y a plus besoin forcément de passer par tout un tas de techniques parce qu'ils sont à une certaine maîtrise de celle-ci. Je reprends Lucchini, qui lui, pour le coup, il y en a une, c'est l'articulation. D'accord. Si on peut prendre une personne en exemple pour la prise de parole sur l'articulation, c'est bien Lucchini. Comment tu fais travailler l'articulation? Alors, il y a plein de techniques, notamment les phrases de diction. Facile. Ah, donc tu Les t'entraînes. chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Ok, hyper connu. Et là, l'objectif, c'est d'exagérer l'articulation pour muscler les zygomatiques, donc les petits muscles du visage. Donc tu fais quoi? Tes clients, tu les fais pratiquer ça au quotidien? Ouais. Ou tu leur dis, vous faites ça avant un discours? Je leur dis un peu comme les pharmaciens, enfin le D'accord. médecin, hop, Ok. vous prendrez 3 gélules de machin, moi je Un dis vous petit ferez déjeuner, 10 minutes avant le petit-déj et avant le dîner. d'articulation. On fait ça ou alors avec un Ouais. stylo dans la bouche aussi. D'accord. Ça donne un accident Ok. qui oblige à exagérer, toujours la même chose. Ok. Pour au bout d'un moment d'avoir une certaine clarté dans la diction. Ok. Mais comment j'imagine qu'il y a un sujet où c'est pas forcément tu as une présentation PowerPoint ou quelque chose à faire, mais en fait simplement je fais une réunion, donc j'ai pas un discours qui est construit, qui est préparé. Comment t'aides quelqu'un qui a cette problématique-là? Alors déjà, pour moi, une réunion, même s'il y aura un espace d'improvisation, il y a toujours une structure. Ok. Toujours une structure pour moi, une réunion. Ok. Ok. Et donc, c'est d'avoir un canevas. Mais en fait, je veux dire pas l'animateur de la réunion, mais tu vois, je sens que j'ai quelque chose à dire d'important, mais j'ai le cœur un peu qui bat parce que je le dis pas à 2 personnes, je le dis devant 10 personnes. Donc là, c'est plus la gestion des émotions. ok. Donc là, c'est plus un travail, ce que je fais Sur plus le en stress. coaching. En formation, c'est un petit peu différent, mais en coaching, effectivement, gestion des émotions, gestion du stress. Comment tu fais pour gérer ton stress? C'est une immense question. Ok. Comment toi tu ferais? Bon, on n'est pas en coaching. Comment je fais? Ah bah Très moi, simplement. moi, je peux te répondre. Ouais, En fait, vas-y. moi, l'approche que je connais, que j'ai pratiqué, repratiqué, enfin, tu le sais, hein, j'ai passé un an, j'ai fait une année de césure dans un monastère bouddhiste, c'est la méditation de pleine conscience. Donc, en fait, tu reviens à l'observation de ce qui se passe dans ton corps, et du coup, tu te mets en position d'observateur, et tout d'un coup, toutes les choses deviennent un peu moins intenses Ouais. quand on est en position d'observateur. Donc, moi, ce serait ça. Ok. Et Moi, c'est ce que je propose toujours, hein, c'est conscientisation, reconnaissance, observation. Ok. Ok. Ensuite, ça dépend si tu es à chaud ou enfin, si tu as la possibilité de le faire à chaud ou à froid. Si c'est à froid, c'est facile, c'est-à-dire que tu prends, hop, tu peux te poser, prendre un recul, faire la méditation de pleine conscience. Si tu es en pleine réunion, que tu vas monter une colère, comment tu fais? Et là, qu'est-ce que je fais? Je vérifie que tout le monde, hop, je baisse, je me cache et je fais la méditation de pleine conscience. Pas forcément possible. Du coup, il y a d'autres techniques encore plus simples, enfin plus simples. Mais tu ferais quoi là justement? Ouais, sur un truc où moi, il y a des celle gens... que je conseille en Ouais. général, c'est de me dire à moi-même de le noter, de l'écrire ou même de le verbaliser. Je sens monter en moi la colère. Ok, tu le verbalises. Je verbalise, Ok. toujours le même sujet. Ouais. Et franchement, pour l'avoir expérimenté, pour l'avoir entendu par des clients qui pourtant n'étaient pas convaincus du truc, hein, qui vraiment se disaient mais pourquoi? Et toujours dit on essaye. Eh bien, il y a l'expérience. En plus, ça crée quelque chose dans une réunion. Hein. Dit ok, oh, il a osé dire ça. Ah, il le verbalise à haute voix, c'est Il pas le pour verbalise eux-mêmes. à haute voix. Ok, d'accord. Donc je suis en réunion et je dis à mes collègues, écoutez, là je me sens en colère. Ouais, je sens monter en moi la colère. Intéressant. Oui. Parce que après, ça veut aussi dire que potentiellement ils ont été formés à la gestion des émotions. C'est-à-dire qu'ils sachent que l'émotion, j'en suis 100% responsable. Donc si l'autre, si je me mets en colère parce que quelqu'un a dit quelque chose,
L'autre est déclencheur de ma colère, mais il est à 0% responsable de ma colère. Ouais, on trouve quelque chose. En fait, ça me fait penser à la communication non violente. Ouais, En c'est fait, exactement ça. tu Tout à fait. nommes une émotion, tu Tout à fait. nommes comment l'autre te fait réagir, et Ouais. c'est intéressant la façon Ouais. dont tu le dis. Ça veut Tu dire t'en quand rends même effectivement responsable. que l'équipe a été sensibilisée à ça. Oui, Si, ça leur permet de beaucoup mieux comprendre et d'être réceptifs. oui. Et c'est pas une solution magique, hein, je leur dis à chaque fois. Expérimenter plusieurs choses. Donc en fait, tu accompagnes Respirer, écrire, vous lever de table, enfin vous lever et partir si vraiment vous sentez que c'est impossible. Hmm. Verbaliser votre émotion. Enfin, il y a plein de possibilités, mais il faut expérimenter les trucs. Et puis surtout, il faut être capable. Moi, la gestion des émotions, c'est comme un tableau de bord. Il faut savoir connaître tout pour expérimenter et savoir discerner en fonction de la situation, qu'est-ce que je fais. Ok, Parce que parfois, se lever et ok, partir sera la meilleure chose. ok, Parfois, ce sera la pire. ok. Donc tu prépares avant la réunion des scénarios que tu connais un peu à l'avance. Bah, si je sais que je vais me mettre en colère, oui. Ah, ça, c'est certain. C'est encore plus facile. D'accord, Si ok, je sais que je vais m'énerver, alors surtout d'accord, prépare-toi une liste de choses à faire pour t'assurer que ta colère sera bien gérée. Ouais, c'est d'accord. sûr. Ouais. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Ça me fait penser à cet outil un peu de base du coaching, mais tellement puissant. Il y a plein d'études qui montrent que c'est très très efficace. Quand tu as un objectif en tête, tu visualises ta réussite de l'objectif. Dans ce cas-là, ça pourrait être je ne me suis pas laissé déborder par mes émotions pendant une réunion. Ouais. Donc, comme ça, tu as une réussite, ça t'ancre dans quelque chose de positif. Ouais. Mais les études montrent que si tu fais que ça Marche peut pas. être contre-productif parce qu'il faut aussi aller regarder Le les chemin. obstacles, le Le chemin, chemin. définir des stratégies. Absolument. Hmm. Absolument. En Ok. visualisation, ça c'est un incontournable. On a vraiment compris que le fait de visualiser l'objectif, ça pouvait faire l'effet autant que le contraire. Hmm. Par contre, si tu fais l'objectif et surtout que tu visualises tout le chemin en vue d'atteindre l'objectif, c'est ça qui te permet d'atteindre ton objectif. C'est de visualiser le chemin, le processus. Et ça, je pense que de manière générale, dans le développement personnel, on a bien compris que le plus important, c'est le chemin. Puisque d'ailleurs, ton résultat, une fois que tu l'as atteint, d'ailleurs, tu n'as pas forcément atteint, mais quand tu l'as atteint, tu te rends compte que tu as un autre objectif que tu vas atteindre. Donc en fait, un résultat en soi, c'est toujours une étape. Jusqu'à la mort, bien sûr. Le grand passage. Mais donc, en fait, le plus important, c'est le chemin. C'est le processus. Est-ce que Je te vois réfléchir à quelque chose qui. ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas comment formuler ma question. Est-ce Génial. que en fait là on est plus sur la question de communiquer, faire passer un message, gérer les émotions. Quand je parle, il y a un autre sujet. Et là pour le coup, c'est un sujet qui me touche. C'est parfois j'ai de la difficulté à juste en fait exprimer clairement les choses ou raconter une histoire de façon linéaire. Euh, Est-ce que tu as t'as des trucs par rapport à ce type de problématique? Pour moi, alors c'est une Tu vois, hypothèse, hein. comment, je sais pas, je sais pas, ça pourrait être comment être intéressant quand je raconte une histoire ou comment avoir plus de clarté. Et pas forcément dans un contexte de prise de parole en public, hein, Ouais, simplement dans un échange. ouais. Pour moi, si tu veux, ce qui me vient spontanément, c'est deux choses. Il y a plusieurs choses, mais deux choses essentielles, c'est mon intention. Mhm. Déjà, est-ce que c'est bien clair mon intention? C'est-à-dire, est-ce que je suis convaincu de ce que je raconte? D'accord, Est-ce que je suis dedans l'histoire? Ou est-ce que je suis en train de me regarder, en train de dire l'histoire, d'accord, mais que je suis pas convaincu de mon histoire et du coup, tu vois, il y a ouais, souvent ce processus-là ok. qui peut se passer. Et donc là, ce serait par exemple, je sais pas, de se connecter émotionnellement à ton histoire, Tout de est là. s'imaginer que je suis en train de la vivre, Ben oui, et du coup de laisser la vie jaillir. ben tout est là. Ok, D'ailleurs, je le dis et je le répète, ce qui meut un public, c'est pas ce que vous allez dire, c'est pas les mots, c'est pas les mots peuvent bouger, mais ce sont les émotions qui meuvent un public. C'est les ok, émotions qui bougent un public. ok. Donc c'est ce que vous leur faites vivre. C'est ça qui va bouger un public. Tu penses que ça pourrait s'appliquer, je sais pas, à quelqu'un qui dirait, mais je sais pas, quand je suis dans une soirée, j'arrive pas à raconter des choses intéressantes. Ouais, mais Tu je veux dire, saurais faire travailler quelqu'un bien sur une sûr, parce problématique qu'il y comme aurait ça? le travail de l'intention, de la conviction, Ouais, donc de la confiance et de ouais, l'assurance, puis des aspects très techniques, de jouer sur la voix. ouais. Tu vois, ça c'est un truc hyper technique. On s'amuse à moduler la voix, on va chercher des manières différentes de dire les choses. Tu vois.
c'est très technique, hein, c'est très prosaïque. Et ça, le simple fait de faire jouer ça à quelqu'un qui ne l'a Ouais, jamais fait, ouais, je tu vois, comprends, quelqu'un ouais. qui parle un peu comme ça et qui a pas trop confiance, et en Ouais, général, il y a une voix un peu monocorde, on se fait chier. Bah, rien que le faire bouger la ouais, tonalité, le ouais, volume, etc., la vélocité et le rythme de rythme, parce que souvent dans les histoires, ce qui fait marcher, ce qui fait les splits, c'est le rythme ok. et potentiellement l'humour, mais surtout le rythme, c'est les accidents, les silences, le suspense. Tu baisses un peu la voix, tu rentres dans l'intimité. Tu vois, tout ça, c'est des trucs hyper techniques. Et ça, tu le fais bosser à quelqu'un, du coup, il faut vraiment qu'il y ait deux aspects. Même s'il n'est pas convaincu de l'histoire, qu'il maîtrise bien la technique, ça suffit. C'est gros, c'est ce que disent les philosophes depuis toujours, hein, la bataille des sophistes et des réalistes. Les sophistes disent, mais la parole, peu importe ce qu'on dit, l'important c'est d'avoir raison. Peu importe comment on fait, l'objectif c'est de convaincre. Alors que les réalistes disent, ouais, bah oui, mais non. Est-ce qu'on peut, si on convainc de n'importe quoi, moralement c'est pas juste. Bon, c'est une bataille éternelle, hein, qui est très actuelle, hein, en politique, tous les jours. Des Bah oui, politiques qui nous convainquent alors qu'ils disent de ouais. la merde. Enfin, je dis ça comme ça, hein. Oui, ça me rappelle mes cours de philo. Persuader, convaincre. Euh, je nous amène sur la question du masculin. Ouais. Euh, t'as eu tout un parcours, toi, par rapport à cette question. Euh, Tu m'as dit que euh, une des, une des expériences qui t'avait aidé à, ouais, à avancer en fait sur ce chemin du masculin dans ton parcours intérieur, c'était de comprendre euh, ce que ça veut dire le féminin, le masculin, Ouais. comment on peut l'articuler à l'intérieur de Ouais. soi. Et tu m'avais parlé d'un stage que tu avais fait, Sotaria Ouais. formation. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter ce que tu as compris Ouais. profondément? Ouais. C'est énorme parce qu'en fait, pour moi, c'est un des gros sujets, vraiment des plus éclairants aujourd'hui. C'est de comprendre que il y a deux sexes. Alors, on n'est pas là-dessus pour l'instant. En tout cas, on est d'accord. On verra dans D'accord, les années qui viennent si on est d'accord ou pas. Mais en tout cas, moi d'accord, là-dessus, c'est un d'accord, fait ok, biologique et d'accord. psychologique. Il y a deux sexes. Il y a le sexe mâle, le sexe femelle, l'homme et la femme, Mhm, le féminin, enfin oui, l'homme et la femme, principe masculin et principe féminin, qui sont incarnés, qui s'incarnent dans des sexes, dans des personnes. ok. Et il y a en la personne humaine Mhm, des énergies masculines et féminines. L'homme va incarner cette énergie masculine et la femme va incarner cette énergie féminine. Et de manière diverses, de milliards de manières différentes. Et pour être pleinement homme et pour être pleinement femme, ça c'est une conviction profonde que j'ai découverte du coup à l'occasion de ce stage Soteria, c'est qu'en fait nous avons à faire cette alliance du masculin et du féminin en nous, de ces énergies masculines et féminines en nous. C'est ce que les Chinois représentent par le yin et le yang, hein. oui. Il y a un point rouge, un point blanc dans le noir et un point noir dans le blanc. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a une présence du féminin dans l'homme et une présence du masculin dans la femme. Et pourquoi ça t'a touché? Est-ce que tu sentais que il y avait des traits de caractère chez toi qui étaient peut-être plus de l'ordre du féminin et tu avais du mal à vivre avec ça? Tu me parlais de ton Ouais, hypersensibilité ouais, aussi quand on ouais, préparait au téléphone. ouais. Est-ce que c'était difficile à assumer pour toi Il y avait vraiment que... deux choses. La première, c'est ça, effectivement, de souvent avoir l'impression d'avoir très souvent une posture, justement, plus de réceptivité, d'accueil, et que je trouvais Hmm. trop molle. Et du coup, ça m'a fait toucher du doigt l'autre, que un homme a besoin de sortir, a besoin il est fait pour l'extérieur, mais pas seulement au sens du dehors, au sens où d'ailleurs son corps le manifeste, il éjacule, il fait hop, il fait Oui, vers l'extérieur. oui, c'est Donc vrai. il y a la réalisation de l'homme, c'est quelque chose de faire de l'intérieur vers l'extérieur. D'accord. Et toi, tu étais plutôt dans la posture de l'accueil. Ouais, et puis dans quelque chose de trop intérieur et de pas suffisamment construit. Mhm. Alors même que quand j'étais gosse, je rêvais de bâtir justement. Donc le côté mou, mais au sens, faut comprendre quand un homme est trop dans le masculin du masculin, il devient caricatural, Ouais, comme ça quoi. ouais, Quand quand il est dans quelque chose de trop féminin, eh bien c'est quelque chose de mou.
Donc il faut trouver un équilibre entre Donc toi, une harmonisation du masculin et du féminin. Ok. Et ok. Et Je sais pas si c'est clair. non, L'harmonisation mais de ces énergies masculines et féminines, ça c'est-à-dire, c'est très clair. voilà, Ça c'est eh très bien, clair. je vais faire épouser mon masculin et mon féminin intérieur, Ok. et donc je vais consentir au fait de pouvoir être complètement dans la réceptivité et en même temps dans la combativité quand il le faut. Ouais, ça me parle. Enfin, je comprends totalement le concept. Après, ce qui est moins clair pour moi sur ton parcours personnel, c'est que, tu vois, accepter les traits de caractère qui peuvent être associés à du féminin en nous, ça je comprends, ça me parle. Ouais. Moi, dans mon parcours, un jour, j'ai fait l'expérience, enfin, j'ai réalisé que j'étais sensible Ouais. et que c'est ce que je suis. Et donc, je vais pas lutter contre, en fait, mais je vais embrasser totalement ce que je suis et faire briller ça. Et pour moi, cette expérience, je pense que c'était un peu ce que tu nommes, je sais plus quel mot tu as utilisé, mais d'embrasser le masculin et le féminin qui était à L'alliance l'intérieur de nous, intérieure. l'alliance. Ouais. Et en fait, en acceptant ça, cette part de moi, bah, ça laissait aussi de la place pour aller chercher à l'intérieur de moi aussi d'autres traits qui étaient plus masculins. Donc il y a une dimension d'acceptation. Absolument. Et il y a aussi De une autre consentement. part. Ouais. Ouais, consentement. Ouais. Ouais. Ouais, c'est Parce que beau. dans le Ouais. chemin, moi, si tu veux, parce que j'ai pas forcément été super clair, c'est que je me voyais dans cette situation d'énergie féminine, de réceptivité, d'écoute. D'ailleurs, c'est une dimension essentielle dans l'accompagnement. Hein. Et du coup, je m'en voulais de ça en me disant, un homme, il doit pas être comme ça. Ça, c'est caricatural, mais c'est exactement ce qui se passe Ouais. pour beaucoup de. Ouais. C'était l'expression, combien de fois on a entendu un homme ne pleure pas. Et combien de fois, heureusement, aujourd'hui, on prend conscience de l'absurdité, de la connerie absolue de cette expression-là. Du coup, tu avais l'impression de ne pas être pleinement un homme? Il y avait quelque chose comme ça? Quand je pleurais, bah oui. Ouais, ouais. Ok. Tu vois le Ouais. shift intérieur Ouais. dans lequel on pouvait être. Hein, T'es une femmelette, en fait, quand tu pleures. C'est bah, ça l'idée qui mais est. bien sûr. Ouais. Ok. Et je fais partie de cette génération. J'espère que ce sera Mm. moins le cas. Parce que le contraire, c'est de se dire, mais laissons tout faire. Non, l'apprentissage de la maîtrise de soi, c'est justement de faire équilibre, d'alliancer, je sais pas si ça existe ce mot, mais de faire alliance de notre énergie masculine et féminine. Et Donc dans des comment. situations, on aura besoin d'une énergie féminine, de réception, d'accueil, etc. Et dans d'autres situations, on aura besoin de cette énergie masculine de positionnement. Sachant que c'est là où ça devient complexe, c'est qu'en tant qu'homme, j'ai à incarner, à être chair d'une énergie masculine. Sauf que, enfin, et en plus, de manière singulière. Donc c'est là où en fait, aujourd'hui, on est un peu perdu, parce qu'on se dit, mais d'accord, mais en fait, concrètement, ça veut dire quoi? Bah, c'est là où c'est essentiel de savoir se connaître. Donc là, homme ou femme, peu importe, la question, c'est de se connaître, c'est de consentir à qui on est, quoi. Comment t'as fait? Tu disais, je me jugeais trop mou. Ouais, Et donc, ouais, ce que je pressens dans ce que tu dis, c'est qu'à un moment, tu as fait l'expérience du yang. ouais, Donc, le yang, je le dis pour ceux qui ouais. écouteront, c'est dans le taoïsme l'énergie du masculin. Ouais. Donc, cette En énergie, blanc et pas en noir. ok, tranchante, qui se Ouais. positionne. Tu as eu des expériences qui t'ont permis de toucher ça. Et je sais pas, peut-être de te rendre compte que ça vivait, ça résonnait en toi, ça. Waouh! Intéressant, j'aime Ouais, en fait. Je le ouais, connaissais pas, mais j'aime. ouais. Il y a eu des choses de cet ordre-là dans ton Un parcours? rugissement, bah Un rugissement? ça m'est justement, on en parlait tout à l'heure, parlé dans cette session Soteria, Ok, où eh bien, j'ai hurlé. ok. J'ai jamais de ma vie, j'avais hurlé avant. Hurler Wow. simplement, sans rien dire, hein, mais juste de rugir, quoi. Ok. Et Donc, m'entendre avec cette puissance, cette voix d'existence dans l'être, ça, ça, ça a débloqué quelque chose, quoi. C'est ultra puissant. Ça paraît rien hein, pour certains d'entre nous. Ben moi, la colère, c'était une émotion que je n'avais jamais contactée. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Dire de Laurence, voilà, la victime, quoi. C'est horrible quand j'y pense aujourd'hui. Mais c'est, ayant été victime, bah, je suis resté dans un processus de victimisation. Sauf que moi, et c'est un des gros sujets que je fais en accompagnement thérapeutique, c'est sortir de la victimisation. C'est pas que j'ai été victime, ouais. que je suis pas responsable aujourd'hui. Parce que bien sûr que j'ai été victime, ok. Bah maintenant, je suis responsable de ce que j'en fais. Tu connais, tu connais l'approche du haka? Tu vois, on connaît tous les haka de Ouais, l'équipe de Nouvelle-Zélande. non, Parce que j'ai rencontré un homme qui avait participé à des stages de haka. Et en fait, tu as des haka féminins, des haka masculins. Et tu as tout un travail
je crois qu'il peut être fait thérapeutiquement. En tout cas, ça se résume pas juste à ces manifestations qu'on voit avant les matchs. Ça me fait penser à ça. Et lui, ça a été un chemin de retrouver son masculin par le haka. Et je crois qu'il y a quelque chose que tu as exprimé, sans doute qu'il a dû trouver, de se connecter à sa puissance. Je pense que le mot est juste. Rugissement, ouais, c'est ça. Rugissement, tu as dit, ouais, comme je suis capable de. En fait, c'est vie, quoi. En fait, Et on est dans une société quand même qui est très, on en parle souvent avec mon épouse, on est dans une société qui est très formatée, très aseptisée, quoi. On a même peur quand des gens crient dans la rue, parce qu'ils sont joyeux. On en est là aujourd'hui. Alors que, putain, la vie, moi, c'est un aspect, je vais être très iconoclaste, mais c'est un aspect qui me fait véritablement apprécier l'immigration. Parce que l'immigration nous donne de fréquenter au quotidien des cultures qui nous sortent de notre aseptisation contemporaine occidentale. On est vraiment dans l'effondrement de l'Occident, mais vraiment là, parce qu'on est complètement rétréci, quoi. Et la vie, elle est comme ça, pas bouger, pas masquer, pas rien dire. Mais c'est ça, hein, la société dans laquelle on est. Hein. Ça met des couleurs. Ça me rappelle ton rêve d'enfance. La couleur, quoi. Ah, putain. C'est clair, bordel. Qu'est-ce que je voulais dire oui, la puissance. Tu me disais aussi, ma femme, elle m'aide à contacter ma puissance, à l'accepter. Concrètement, ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, j'ai vu dans son regard de la reconnaissance de cette virilité dont elle avait besoin, dont elle avait envie et besoin. Par exemple, de te positionner en disant oui, je veux, ou non, je suis pas d'accord, je le ferai pas. Et on va là. Tu vois, et ça, c'est une phrase d'un de mes grands mentors, un de mes mentors préférés, Jésus, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Elle aime quand c'est tranché. Parce que je vois bien que ça veut pas dire, elle a un masculin assez fort, mon épouse. Voilà, en plus, elle a une voix, parfois elle est plus grave que moi, parce qu'elle fait bon. D'accord. Mais elle, ce dont elle avait besoin, c'était ça, c'était de la confrontation, du positionnement dans l'être. Et moi, encore à l'époque, elle voyait cette puissance, ce potentiel en moi, mais j'étais un peu Simba, mais même pas Simba, c'était voilà, mou. Et notamment à son contact, parce que, mais pas seulement par amour pour elle, simplement parce que dans ce qu'elle me disait de ce que je pouvais être, je me dis, mais c'est ça que je suis, que je veux être, mais que je suis. Et du coup, prendre place, prendre cette dimension qui est la mienne. Ça me rappelle vraiment cette chose très paradoxale en apparence que m'avait dit Bertrand Chevalier Champy dans la dernière interview que j'ai faite juste avant la tienne. Il me disait, en fait, une des conséquences pour moi de retrouver mon masculin, c'est que j'ai appris à dire non à ma femme. Et dit comme ça semble vachement méchant, brut. On pense à ce masculin dominateur qui abuse de sa puissance. Et tout ça, Tout à fait. Mais je sens un peu la même chose. En fait, ce positionnement, cette clarté, c'est rassurant quand les choses sont claires. Et moi, ça résonne tellement parce que une expérience que je fais quand je suis dans des cercles d'hommes ou au contact de groupes uniquement composés d'hommes, je sens quelque chose d'un peu plus clair, d'un peu plus... parfois confrontant, mais c'est vachement rassurant parce qu'il y a de la clarté et chacun est dans sa vérité. Voilà, donc cette sécurité du positionnement, je comprends qu'elle puisse faire du bien. Tu vois, moi, c'est un truc, quand on y pense aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut entendre comme théories fumeuses, qui viennent pour moi la plupart de blessures psychologiques profondes, sur... je dis pas que c'est, encore une fois, je le dis, je le répète, ce sont des difficultés psychologiques profondes, mais sur les transgenres, etc. Oui, mais un homme, une femme, c'est pareil. Non, mais les gars, stop, quoi. Stop. Un homme et une femme, c'est pas pareil. C'est-à-dire, c'est pas la même chose. C'est pas des choses, ce sont des personnes. Mais... Et d'ailleurs, je commence toujours par dire, l'homme et la femme sont infiniment plus semblables que différents. Ils sont infiniment plus semblables que différents. Mais dans leur différence, ils sont vraiment différents. La preuve en est, un homme n'a pas de richesse, de règles menstruelles, on appelle ça les richesses, suite à Cécile Levillancourt, qui est une femme qui fait de l'accompagnement sur ce qu'on appelle trésors de femmes. Donc, les femmes ont des richesses, les hommes n'en ont pas. Ok ? Les hommes ont des écoulements séminaux,
Les femmes n'en ont pas. Mm. Ok. Le mode de fonctionnement interne d'une femme, c'est pas pareil que le mode de fonctionnement interne d'un homme. Mm. Et ça, parce que moi je crois profondément que l'âme et le corps sont intrinsèquement unis. On appelle, en latin, on dit anima forma corporis. L'âme, c'est la forme du corps. C'est tout un développement Aristote et Thomas d'Aquin. Donc l'âme, c'est celle qui donne forme au corps. Donc c'est pas deux choses séparées, c'est une seule et même réalité intrinsèquement unie. Donc si l'âme et le corps de la femme sont unis, et si l'âme et le corps de l'homme sont unis, alors le corps de l'homme et de la femme ont des implications sur leur âme. Même s'il y a une seule âme humaine, il n'y a pas deux âmes humaines, il y a une seule âme, ça ne veut rien dire deux âmes, ça veut dire qu'il y aurait deux races humaines. C'est un non-sens. Il y a une seule âme humaine, qui est l'âme humaine, sauf que leur incarnation, masculine ou féminine, a des implications sur la psychologie. Donc la psychologie féminine, qui est cyclique, tous les mois, il y a des changements d'émotions, même si la pilule peut modifier ça, hein, bon, et la psychologie de l'homme, qui est plus annuelle, eh bien forcément, ça a des implications sur la manière de voir les choses, sur la manière de voir le monde, sur les émotions, Donc il y a des moments où quand la femme, elle est par exemple dans ces moments de richesse, ces moments de règles, eh bien elle a besoin d'être soutenue, accompagnée, cocoonée par son homme. Quand elle est dans son moment d'ovulation, elle est dans la création, dans l'exaltation, eh bien elle peut partir de son côté et créer son truc. Je suis pas en train d'être complètement caricatural, je suis juste en train de prendre le processus physiologique en fait. Hein. Et Cécile de Villancourt, d'ailleurs, le dit infiniment mieux que moi. J'invite les hommes à lire son bouquin, je ne sais plus où il est là-dedans, mais Trésor de femme. Les mecs, il faut lire ce livre pour comprendre la femme de l'intérieur. Ok. Ça me parle. En fait, ce que je sens, ce qui me touche dans ce que tu partages, c'est que tu vois, on sent que en allant trouver ton masculin, en faisant ce travail, en fait, ça t'éloigne pas de la femme. En fait, au contraire, en étant plus homme, tu comprends ce qui est de toi, ce qui est différent, et je sens, je peux sentir ta fascination ou ton intérêt pour Ouais, fascination, on peut dire le mot. son fonctionnement ou le fonctionnement de la femme. Bah ouais. Ok. Parce qu'elle sera infiniment proche et infiniment différente. Elle est proche parce que on est cette même patte humaine. J'aime beaucoup ce mot patte. Pour moi, ça vient de l'univers du clown que je commence à découvrir. Et on parle de la patte à clown. Bon, c'est ça, quoi. Et donc la patte humaine, eh bien, on est de cette même patte. Et pourtant, on est infiniment différents parce que les modes de fonctionnement ne sont pas les mêmes. Au-delà même du fait qu'on est tous singuliers, uniques, hein, mais qu'on a quand même, on se regardera toujours comme étant différents, infiniment proches et infiniment différents. Et c'est merveilleux pour moi. C'est source d'émerveillement et non pas source de conflit. Ça devrait être source d'émerveillement et non source de conflit. C'est ce que veulent faire pour moi les féministes radicales qu'on entend régulièrement dans les médias, qui veulent opposer l'homme et la femme, au lieu de faire une réconciliation du masculin et du féminin. Ok. J'ai une question très, très courte, très simple. Tu disais que donc, quand on préparait encore une fois l'interview, dans ton parcours, ce qui avait été important, c'est faire l'expérience de la fraternité avec d'autres hommes. Ouais. Est-ce que tu avais plus d'amis femmes? Par exemple, moi, c'est mon cas. Quand je fais les statistiques. Bah ouais. Ok. Encore aujourd'hui. Hein. Ok. J'ai une majorité d'amis femmes. Avant et après le séminaire, d'ailleurs. Ok. Ouais. Ouais, donc tu as fait cette expérience de la fraternité ou de l'amitié avec ce que j'appelle la avec des fraternité hommes. virile, Ouais. de l'amitié Ouais. virile, ouais. Ouais. Je vous fais juste un petit laïus sur le mot viril. Pour moi, c'est un mot que j'utilise Ok. Vas-y. facilement, simplement et profondément parce que moi, ça vient. C'est vrai que c'est un mot qui fait peur. Hein. Beaucoup aujourd'hui. Virilité Viril, toxique, masculinité. Ouais. Ouais. Le mot viril, pour moi, il vient du mot vir en latin qui veut dire l'homme, mais qui donne aussi le mot vertu. Ouais. Ok. Donc le véritable homme viril, pour moi, c'est l'homme vertueux. Ok. Ça veut dire quoi être viril en fait? Bah pour moi, ça veut dire être vertueux. Ok, d'accord. C'est-à-dire assumer pleinement cette dimension de l'homme qui avance sur un chemin de vertu. Ok. Vertu, c'est quoi? T'as des figures pour toi qui incarnent, je sais pas, ou des modèles d'hommes dans la littérature, dans le cinéma, qui incarnent ça? Des figures d'hommes. Moi, celle qui me marque le plus en ce moment, c'est Jordan Peterson. Ok. Jordan Peterson, c'est un psychologue, docteur en psychologie canadien. Ouais, je le connais bien, mais vas-y, resitue-le parce que qui qui d'ailleurs parle pas mal sur les questions interviews. du masculin, des relations hommes-femmes, etc. Ok. Moi, ce que j'admire le plus chez lui, c'est la façon
moi, ça me bouleverse de le voir dans les réponses qu'il peut faire parfois, se laisser toucher par la personne, l'histoire de la personne, et Oui. même en interview, se laisser voilà, submerger par l'émotion de tristesse, Oui. il pleure en direct, Oui, par oui. exemple. Et moi, ça me bouleverse parce que, eh bien, il aura une parole tranchante, donc virile, et en même temps, il aura cette humanité, c'est-à-dire cette alliance du masculin et du féminin, qui lui fera consentir pleinement à cette émotion qui est présente. Ça, pour moi, c'est une belle figure pour moi d'homme aujourd'hui, ça. Ouais, je comprends, ouais. Je le connais assez peu, mais je te rejoins Ouais, vachement sur. ouais. On sent le thérapeute, hein, Mais il est psychologue, ouais. c'est Ouais, quelqu'un qui est ouais, psychologue de ouais, carrière, puis ouais. qui. Qui est professeur aussi, qui Ouais, enseigne beaucoup, mais voilà, qui est qui fait accompagnant. beaucoup d'enseignements Ouais, sur la thématique du masculin, qui est ouais. très très connu dans le monde Oui, anglo-saxon. ouais. En ce moment, il fait une tournée internationale. Personne connaît en France Jordan Pas du Peterson, tout. je sais pas pourquoi. À Mais part, il remplit des stades, hein, à en part Hollande, Quotidien, en Allemagne aussi. qui est le petit journal, je sais plus, Oui, qui qui a avait voulu fait une aller voir interview moqueuse, ouais. Oui, comment dire, défenseur du patriarcat. Enfin, bon, les gars, les oui. pauvres, mais les pauvres vieux, quoi. Enfin, complètement à côté de la plaque. Mais bon, je les porte pas trop dans mon cœur, ces gens-là. Donc bon, Ok. le Quotidien et le petit journal, Est-ce je les que trouve méchants. Ouais. est-ce que t'as oui, c'est vrai qu'ils sont très moqueurs. Mm. Est-ce que t'as d'autres figures qui t'ont inspiré, auteurs ou autres figures qui t'ont inspiré sur ces questions du masculin? Bah, je vais être peut-être je sais pas comment dire. Moi, c'est Jésus qui m'inspire le plus, hein. Ouais, ok. Ah vraiment, enfin, Bertrand le disait d'ailleurs dans sa Hmm, vidéo aussi, hein. hmm, L'homme, le mec qui trace, quoi. hmm. Pour moi, un homme, c'est, ouais, je trace, vaille que vaille, je trace, en douceur, voilà, avec toute cette tendresse, cette douceur de l'homme Jésus, et à la fois il fonce, quoi. Il trace dans sa vie, il sait ce qu'il veut et il y va. Oh, ça, pour moi, c'est un bonhomme, quoi. Tu vois, au sens, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Hop, et un mot qui pour moi caractérise vraiment, le mot de responsabilité. C'est-à-dire de répondre de qui je suis, de ce que je veux, et d'assumer pleinement jusqu'au bout. Même mes conneries, ben, j'assume, quoi. Bon, Hmm. pas n'importe quelle connerie, évidemment, à faire, mais on pourra en Ouais, reparler beaucoup sur la question de notion de connerie. Qu'est-ce que ça veut dire une connerie? tu Bon, dirais que assumer, il y a une dimension de la virilité dans assumer, ouais, dans l'énergie ouais, masculine. Ouais, ouais, ok. ouais, ouais, Intéressant. Ouais. ouais, Ça me fait penser à ce que dit Thérèse Argot, donc ouais, sexologue, ouais, thérapeute de couple. ouais. Sacrée Euh, bonne femme, ouais, que je ouais, salue. ouais, ok. Tu la connais Bon, on personnellement? se connaît deux, on se connaît Ok, d'accord. Euh, rapidement. Elle dit ça dans une de ses conférences, c'est très intéressant en fait. Elle parle de, je crois que c'est la sexualité peut-elle se passer de virilité? Et elle dit bah on a le macho, mais ça c'est une immaturité. Complètement immaturité. On a le porc, hein, le porc Ouais, qu'on connaît du mouvement MeToo, Balance ton porc, ouais. etc. Donc aussi Immaturité affective aussi. un Ouais, déséquilibre. ouais, On a gentil garçon, ouais, oh là là. donc on est aussi dans quelque chose qui est pas complètement Bah, déployé. j'étais ça, moi, il y a 10 ans, tu vois. Ouais, ouais, C'est donc ça, hein. coupé de ta puissance Ouais, avant de exactement. découvrir que tu pouvais la crier. Euh, Et, L'assumer, donc. et elle dit en fait, c'est quoi un homme viril? La vraie virilité, elle dit, c'est quelqu'un qui assume, Mais- qui a de la vie, qui assume son. Et qui, au bout d'un moment, n'y pense plus. C'est plus un sujet. Moi, c'est mon truc du moment aussi. Pour ça que c'est devenu un peu moins cher, c'est que, au bout d'un moment, du coup, la question se pose plus. C'est bon, je trace. J'ai eu le transmission de relais. C'est bon, je peux avancer. Ok. Je dis pas que la question ne se reposera pas, hein. Ouais, Mais je dis qu'il y a un moment où, effectivement, ok, bah, j'ai plus à me poser la question, c'est quoi un homme? Ouais, c'est bon, je trace, quoi. ouais, Tu vois ce que je veux ouais. dire? T'as fini ton cycle. Un cycle, Ouais. on le disait tout à l'heure, pour moi, un cycle qui pourrait arriver, c'est lors de la paternité. On n'a pas d'enfant pour l'instant, Hmm. et c'est ainsi. Et le jour où ça viendra, et ben là, je pense que ça me confrontera de nouveau, ou peut-être les 50 ans, je sais pas, hein, mais je pense que c'est cyclique. En tout cas, une fois que tu as reçu le relais du masculin, que j'estime, pardon, ok, ben, j'ai fait un peu le contour, je suis allé voir un peu les limites de ce que ça signifiait pour moi. En tout cas, pour moi, ça veut dire avancer dans la vertu vers mon objectif de vie. Ben, je me pose plus trop de questions, quoi. Tu fais un peu moins aujourd'hui, mais tu as accompagné des hommes Mm. en groupe, puis Mm. en individuel sur la question du masculin. Ouais. Euh, Je vais le reprendre différemment, mais je vais le reprendre.
Oui, bah vas-y, corrige-moi. Ouais, non, mais je vais reprendre. J'étais très dans le coaching. Ah, tu vas le reprendre, Je excuse-moi. vais reprendre Pardon, l'accompagnement, mais plus en mode Tu vas. thérapie. Donc avec des groupes de parole. Je lance ça à la rentrée, des groupes de parole Ok. en présentiel, pas en Ok. distanciel, en présentiel. Et des accompagnements. Donc vraiment là, en dialogal, on échange, on s'écoute, on partage. Et un autre sur le corps, l'écoute du corps. Ok. Donc vraiment, parce que moi, ça fait vraiment 6 mois qu'on a découvert une nouvelle méthode qui s'appelle la méthode mouvement. On pourrait en parler aussi pendant Donc des nous, heures. c'est toi et ton épouse. Moi et mon épouse, pardon, Ok. oui. Je fais beaucoup de choses avec mon épouse. On travaille ensemble aussi, Mm. etc. Et avec notre prof de mouvement, donc là, et donc j'ai pris 5 kilos de muscle, un truc que j'avais jamais fait de ma vie, tu vois, ça paraît rien comme ça. Mais ça aussi, ça fait partie de quelque chose de l'assomption, tu vois, le fait d'assumer. Bah ouais, un gars, un homme, c'est aussi quelqu'un qui tient, qui peut protéger et qui tient, qui est solide. Bah ça fait partie, ça se ressent à l'intérieur du corps quand on fait un peu du travail de corps, quoi. Ouais. Bah, ça me rejoint parce que je prends des cours de Krav Maga. Et Génial. quand tu fais du sport de combat, Ouais. donc Krav Maga, c'est Sport sport israélien. de self-défense développé initialement par l'armée israélienne. Et quand tu fais des sports de combat, tu te rends compte des différences physiques. Tu te rends compte qu'il y a des mecs qui sont plus forts que toi et des mecs qui sont moins forts que toi. Et moi, j'ai halluciné de voir ça. Je me rendais pas compte. Et en fait, tu le sens dans ton corps. Euh, et, hum, et moi, la première fois de ma vie où je me suis dit, en fait, je suis peut-être pas assez musclé, c'était en faisant cette expérience-là. Et je fais des cours assez intensément depuis le début de la rentrée. Donc, j'ai aussi une pratique de renforcement physique. Trop bien. Et du coup, je prends du muscle. Ouais. Et j'avais jamais fait cette expérience de. Mais en fait, je me sens bien avec un peu plus de muscle. Et je suis pas trop connecté à la dimension culturisme ou la beauté du corps masculin. Ça me parle pas énormément. Mais le fait de me sentir plus costaud, je sais ce que ça veut dire sur le terrain du Krav Maga, en termes de qui domine qui physiquement. Et je peux totalement comprendre que quand tu vis une transformation physique comme ça, avec de renforcement de ta musculature, ça fait quelque chose de positif à l'intérieur. Et toi, c'est marrant parce que pour en parler avec le prof, qui lui, je pense que les dimensions masculin-féminin, c'est un sujet, bon, ça lui parle par-dessus la jambe, c'est pas son sujet essentiel, Ouais. quoi. Et pour lui, il y a pas une seconde de doute, quoi. Il accompagne les hommes et les femmes, bah c'est pas pareil, quoi. Une femme sera jamais physiquement aussi charpentée qu'un bonhomme, quoi. Ah oui, oui, Même si elle met bien sûr, de la prot à mort, Ouais. etc., testostérone, Oui. ça sera toujours une femme, quoi. Ouais. Donc bon, voilà, juste petit laïus là-dessus. Est-ce que le sport ou la danse, toi qui es si attaché au corps, ont une importance dans ton parcours de vie ou dans la façon dont tu accompagnes les hommes? Là, c'est énorme. Dans les premiers parcours des héros, parce que j'ai lancé des parcours des héros pour les hommes. Donc c'est le nom de ton parcours. C'est le nom du parcours, des héros, ok. AUTS et non pas OS. Ok. Évidemment, c'est un jeu de mots, je fais exprès le héros, c'est celui qui est au devant de l'armée, qui porte les couleurs du roi, et pour moi, c'était celui il est seul en général devant l'armée. Et pour moi, c'est la dimension vraiment d'assumer la solitude aussi de l'homme aujourd'hui. Être capable d'assumer ma solitude, c'est être capable d'être homme aussi. Okay. Donc il y a une grosse dimension autour de la solitude, du silence, etc. Et donc, le parcours des héros, même si je l'avais pas proposé ces premières fois, j'avais proposé plutôt des choses un peu confrontantes. Il y a prévu dans la prochaine session, dès que l'occasion se présentera, il y aura des aspects plus denses. Parce que nous, avec mon épouse, si on danse pas tous les jours, en tout cas toutes les semaines, parce qu'on met la musique fort, et puis c'est parce que c'est la vie, quoi. Danser, c'est vivre. Et donc cet aspect-là, pour moi, c'est essentiel. Au-delà, je te parle pas de danser au sens du rock ou de la salsa ou de machin. Ce qui est super aussi, ou du flamenco. C'est juste de bouger son corps en rythme, avec sa conjointe en l'occurrence pour moi, ou même seul, juste pour bouger son corps et parce que le corps il est fait pour bouger, quoi. Moi, je vois que il se passe tellement de choses. On dit ça alors qu'on est affalé dans des canapés, à pas bouger depuis 1 heure, et on sait. Pour moi, la danse a été un lieu extraordinaire de. En fait, j'ai commencé les cours de self-défense et un peu à m'intéresser au monde de la danse un peu au même moment. Et c'était incroyable parce que
dans le self-défense, il y avait ce contact masculin de. En fait, je faisais l'expérience de mais qu'est-ce que ça veut dire en fait se battre et être en affrontement physique. Ça, c'était énorme. Il y a eu énormément d'apprentissage. Et dans la danse, en fait, c'était plutôt la rencontre avec le corps féminin. En fait, c'est quand même assez particulier. Dans nos vies, on n'est pas en contact. Je suis collé contre toi. Je suis un homme, je suis une femme. Euh, c'est pas sexuel, mais il Si. y a une. C'est pas Oui, génital, oui, mais c'est de l'ordre de la sexualité. Pourquoi? oui, oui, oui. Sexualité, c'est quoi? C'est l'ensemble de tout ce qui affleure la différence des sexes. Sexus, Ouais, c'est ce qui ouais. sépare. Donc, Oui, il y a de la sexualité entre. Enfin, c'est sexué. c'est C'est sexué, sexué. ouais. Oui, oui, Le mot sexualité aujourd'hui, ça veut vraiment dire la relation sexuelle. oui, oui, Donc oui, on oui, touche au sexué. oui. Oui, effectivement, Ben oui. moi, j'ai fait l'expérience que mon corps était sexué en me rendant compte de ça. Que, en fait, quand je suis face à un homme, ça résiste, c'est dur, c'est costaud. Quand je suis face à une femme, je suis beaucoup plus fort dans le combat. Et même les odeurs, en fait, Ouais. cette odeur du féminin du coup, vient toucher quelque chose de sexuel. En tant qu'homme, je suis plus attiré par une odeur féminine que par une odeur masculine. C'était trop bizarre. Excusez-moi. Ouais, je t'en prie. C'était trop bizarre, ces combats mixtes qu'on faisait Hmm. parfois. Et à l'inverse, j'ai déjà fait l'expérience de danser avec un homme dans la culture de la danse folk. Ça se fait Hmm. assez facilement. Et moi, j'aime beaucoup la danse folk. Donc, on voit parfois des couples de femmes, des couples d'hommes. Et c'est une expérience qui est très intéressante parce que tu apprends aussi à être mené. Ouais. Toi qui mènes Ouais. traditionnellement en danse, Ouais. et tu apprends beaucoup de choses. Et à chaque fois que je suis mené par un homme, on me dit toujours la même chose. Oh, je te sens tendu. À quel endroit? Oups, pardon. Non, blague à Non, part. non, Non, mais simplement dans le dos. ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, tout ce qu'on se dit, pour nous, c'est quelque chose qui nous semble, comment dire, parce que c'est ce qui est notre vie, notre ressenti. Certains d'entre nous, parmi les hommes, qui auront plus des attirances homosexuelles, Oui. voilà, pourront ne pas, pourront nous dire, bah oui, mais c'est pas mon expérience de vie, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait leur répondre à ça? Ça, c'est des vraies questions, moi, que j'ai encore aujourd'hui, hein. Moi, en tout cas, le chemin que j'ai pu faire là-dessus, c'est de consentir à me dire, ok, bah parfois je peux être troublé par la beauté d'un homme, Mm, mm, ça veut pas dire que je serai attiré par mm, lui, sexuellement j'entends, hein, mm, parce que, mais là-dessus, enfin, combien de fois, alors c'est pas des milliards de fois non plus, hein, mais ça m'est arrivé mm, quelquefois d'avoir dans un accompagnement des personnes qui me disent, voilà, bah, moi je suis homosexuel, dans un accompagnement thérapeutique, mm, j'entends, hein, euh, bah, y a pas de sujet, je veux dire, enfin, mm, heureusement qu'on peut se le dire aujourd'hui, mais pas de sujet. Mais du coup, c'est intéressant de pouvoir se le dire, de dire bah, que parfois, dans une danse, effectivement, je peux être parfois tendu, mm, et parfois même, ah bah tiens, je peux être troublé. mm, Et pour moi, c'est hyper important d'un point de vue émotionnel de consentir à l'existence de ce trouble et de mm, l'accueillir parce que bah, ça dit simplement que je suis humain et que, mm, ben, que c'est un être humain et que je peux être troublé mm, par un être humain, quoi. C'est mm. tout simplement, quoi. Ça me rappelle une discussion très très intéressante que j'avais eue donc au village des Pruniers, ce monastère bouddhiste où j'avais été, où euh, j'ai appris un autre rapport au contact physique entre hommes, à prendre un ami dans mes bras par exemple. Et finalement, il y a une grande proximité, une grande Mhm. confiance. Et puis, ce lieu étant un peu atypique culturellement, on n'est pas en France, ça parle anglais, il y a plein de cultures qui se mélangent, donc il y a moins de normes culturelles. Mhm. Et tu sais, en Inde, les hommes se tiennent assez facilement par la Mhm. main. C'est un Mhm. signe d'amitié, qui a rien du tout de sexuel, qui est très naturel. Je l'ai vu Et, au Vietnam, quoi. Oui, pareil. et ouais. Ouais. Et C'est donc, troublant au départ, puis oui, bien sûr, pas de bien sûr, sujet, quoi. bien sûr. Et donc, dans ce contexte-là, ça pouvait m'arriver assez facilement de tenir la main d'un de mes amis hommes là-bas. C'était assez naturel. Mhm. Et j'en rigole, tu vois, parce que euh, je sens que ça vient toucher de la gêne, mais je me souviens d'un copain qui me disait bon, bah, la prochaine marche méditative, on avait à peu près 30-45 minutes de marche méditative, on se prendra par la main, JF. Et je m'étais dit intéressant, intéressant. C'est vrai que ça me met mal à l'aise, Mhm. et en même temps, on sait très bien l'un et l'autre que c'est quelque chose d'amical. Qu'est-ce que ça vient dire, Ouais. ce trouble? Ouais, Et, il y a la question aussi derrière de l'homosexualité, ouais. de
euh, est-ce que si je suis en contact avec un homme comme ça, je suis homosexuel? Et cette question que tu as soulevée, est-ce que si je trouve un homme beau, je suis homosexuel? Est-ce que ça me dérange Ben ouais. Autre de voir, question. de voir ça, de Ben voir ouais. ça en moi? Ben ouais. Et je m'étais dit, tiens, c'est marrant en fait, je me sens assez détente par rapport à ces questions. Et, et s'il y a quelque chose de cet ordre-là, de l'ordre d'une attirance homosexuelle, enfin, ça ne veut pas dire que tu l'es forcément, mais il peut y avoir, je crois parfois on utilise le terme d'homosensibilité, Ouais. tu vois, tout ça est un peu un spectre, c'est jamais complètement binaire. Est-ce que Ouais. s'il y a un peu de ça en moi, je m'aime suffisamment, je suis Ouais. suffisamment prêt à assumer qui je suis, moi Jean-François, Ouais. pour être détendu Est-ce avec que c'est ça? OK pour moi? Ouais, ouais. Et c'était très intéressant, en fait, de toucher ouais, ce qui peut être une part qui nous gêne, une part Ouais. d'ombre, et de se dire Ça, c'est une phrase de est-ce que Jung. je l'assume? Embrasse ton ombre. Oui, oui. Jung, Carl Gustav Jung. Ouais. Embrasse ton ombre. Ouais. Ouais. J'ai une question très concrète. Ouais. Tu me disais que dans la préparation, quand accompagnes les hommes, tu as plusieurs choses que tu leur fais faire souvent. Tu me Ouais. disais aller à l'extérieur, Ouais. se reconnecter avec leur corps. Ouais. Tu me parlais des désirs profonds, des rêves d'enfant. Ouais. Et tu m'en as dit deux qui m'ont marqué. Les Ouais. douches froides. Ouais. C'est marrant, ça a l'air d'être vraiment un truc de mec, les douches froides. Moi, Bah, j'adore. ouais. Je vois pas mal d'hommes autour de Ouais. moi Ouais. qui adorent Ouais. ça. C'est un Et incontournable assez pour peu de moi. femmes. Ouais. Ouais. Pourquoi c'est plus masculin, tu penses, la douche froide? C'est une bonne question. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le contact à la douche froide développe le taux de testostérone. Donc, je sais Intéressant. pas, sauf si les femmes veulent développer leur taux de testostérone, pourquoi pas pour elles, Mhm. hein. Euh, Il y a quelque chose de, c'est pas agréable la douche froide, hein. C'est même Ouais. si au bout d'un moment c'est moins dérangeant, ça reste toujours. Il y a toujours le petit coup de fouet là quand on commence. Ouais. Pouf, ça dépend comment on commence. Si on commence par les pieds, si on commence par la tête, bon, il y a plein de manières de faire. Si c'est le Toi, bain, toi, tu pratiques au bon, quotidien? moi je le pratique pas au quotidien, non. Je le Non. pratique toutes les semaines, ça c'est certain. D'accord. Une douche froide complète D'accord. par semaine. Je fais surtout beaucoup de douches écossaises, surtout en hiver. Donc d'abord Douche froid, puis froide ensuite chaud. en été, je dirais pas tout l'été, mais c'est très récurrent, Ok. facile hein, finalement. Non seulement parce qu'il fait plus chaud dehors, mais parce que l'eau est plus chaude, hein. Même si tu mets au froid, c'est toujours plus chaude que l'hiver. L'hiver, l'eau est plus froide aussi, quoi. Hmm. Donc en hiver, je suis plus douche écossaise, donc c'est alternance chaud et froid. Ou alors commencer par chaud et finir par froid, voilà, peu importe la manière de faire. Mais parce que pour moi, il y a un contact, il y a un contact avec la rugosité de la vie, Ouais. avec Un peu l'aventurier ou le il y a de guerrier qui traverse l'aventurier, la rivière, ouais, quelque part. il y a de la fierté, il y a ouais, Ouais. quelque chose de rugueux, tu Ouais, ouais, vois, un goût du défi. un goût du Ouais. défi, du challenge. On est tellement fiers quand on fait Ouais. ça. Ouais. Et puis, c'est aussi parce que ça nous parle peut-être. Il faudrait qu'on rentre un peu plus dans l'intelligence de ça. J'ai pas de réponse toute faite Hmm. là-dessus, à part sur l'aspect testostérone qui est très, très pragmatique, très chimique. Mais il faudrait que j'en parle aussi avec mon épouse. Pourquoi elle en prend assez Ouais. peu, Ouais. voire jamais, parce que ça lui parle Ouais. pas. Elle voit pas pourquoi. Elle a suffisamment de physiologiquement de, de douleur. Le rapport à la douleur est très différent de l'homme et la femme en plus. Hmm. Elle en a suffisamment à l'intérieur pour chercher pourquoi elle en a cherché à l'extérieur, tu vois. Ouais. Peut-être, ça peut être un Intéressant aspect, sur hein. la douleur. C'est vrai que la douleur est présente dans la majorité des rites initiatiques Oui, au masculin. ouais. Je ne sais pas si c'est présent ou dans quelle mesure dans les rites d'initiation féminins, Ouais. mais il y a Bah, toujours une dimension. elles ont les règles, même si elles Ouais. devraient ne pas être forcément douloureuses, Et elles le sont l'accouchement. souvent, hein. Et surtout l'accouchement, Oui. évidemment. Et surtout l'accouchement. Qu'est-ce qu'il y a de plus douloureux qu'un accouchement? Je sais pas, Tu donnais hein. un. On tu don- saura jamais d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. À part Ouais. un rhume pour Ouais. nous, bien sûr, mais. Tu disais, je leur conseille aussi de séduire Oui, ces hommes. Tu me oui, disais qu'un profil que tu avais souvent d'hommes qui oui. se faisaient accompagner sur le masculin, C'est c'est je me gentil sens. garçon. Ouais, tu me Ouais, disais je me sens enfant, donc ouais, garçon, ouais, voilà, ouais. avec deux dimensions. Une dimension, bah, un garçon c'est petit, donc Hmm. ma puissance n'est pas affirmée. Et puis une dimension, je me sens asexué en fait quelque part Bah, par quelque un part. homme Ouais, viril qui peut ouais. être attiré, si attiré on imagine Attiré, que ça c'est si, sûr. mais je ne pourrais pas attirer une femme. Ouais, ouais, Ça veut dire quoi séduire? Enfin, c'est quoi concrètement en fait? ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rappeler aux femmes
qu'elles sont belles quand on les voit? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Moi, très concrètement, dans Ouais. ces aspects-là, Mm. je les invite à séduire. C'est-à-dire, s'ils sont mariés, leur conjointe, évidemment. S'ils sont célibataires, qu'ils ont une target, d'aller vers la target. S'ils n'ont pas de target, d'essayer. Ah, ok, C'est ça que d'accord. je veux dire. D'accord, ok. C'est pas séduire pour séduire, parce qu'il y a d'autres écoles où ils ont, et même Jordan En Peterson en fait, parle, hein, oui. d'essayer de séduire une dizaine de personnes dans la journée. Pourquoi pas? J'ai jamais proposé ça, parce que je D'accord. me sens pas encore Non, de le mais proposer. en fait, ma question, c'est que Qu'est-ce qui se euh, passe chez l'autre, qu'est-ce qui se passe chez moi? Non, tu... Pardon, je te laisse terminer. Non, mais en fait, quand tu disais séduire, j'imaginais plutôt, en fait, tu vois, je sais pas, en tant qu'homme, Oser. Moi, c'est ça l'objectif, c'est l'audace. C'est oui, oser. d'accord, ok, ok. Euh, et, et oui, être vaillant, en fait. Ouais. Être vaillant, faire preuve de courage, faire le premier Oui, pas. oui. Oui, c'est ça. Dire Audace, tu me plais ou je courage. t'invite. Ouais. Ouais. C'est d'oser aller auprès de, alors, on pourrait l'appeler comme dans Wayne's World, je sais pas si tu vois un film des années 90, époque Nirvana, il dit l'éternel féminin. Oh, éternel féminin. Bon, peu importe, mais soit de se donner, en fait, d'oser aller vers cet éternel féminin, donc peu importe quelle femme, entre guillemets, même si, attention, parce que moi, j'ai pas le même objectif que d'autres coachs de séduction peuvent avoir, peu importe la femme. Non, non. Moi, il y a vraiment intérieurement une attention respectueuse, un désir respectueux de la personne. Et et donc, je vais pas choisir n'importe qui. Je vais quand même choisir une femme, une personne que j'estime vraiment, ou avec laquelle j'aurais possiblement envie de sortir. Hmm. C'est pour ça que le meilleur exemple que je peux donner, c'est très souvent la plupart des situations, je pense que c'est 99% des situations que j'ai pu avoir. Non, pardon, parce qu'il y a toutes les fois où c'est des couples, parfois pas simples d'ailleurs, mais toutes les autres fois, c'était des mecs qui avaient des femmes en tête, des copines ou des femmes qu'ils auraient voulu séduire. Et quasiment toutes les fois, ils y sont allés. Il y en a qui n'ont pas osé, ok, mais toutes les fois, ils avaient déjà une idée en tête. Donc l'objectif, c'est de dire, ok mec, tu y vas. Tu prends tes cojones et tu y vas. Ouais, mais comment je fais? Bah, comment tu vas faire? Tu vas y aller. Et du coup, Hmm. est-ce qu'on lui écrit un texto? Est-ce qu'on lui écrit une lettre? Est-ce qu'on y va? Peu importe. En tout cas, moi, c'était surtout ça le principe. C'était d'y aller, quoi. Ce que j'ai fait pour moi, hein. Moi, j'étais incapable. Au moins, j'ai dû être amoureux 2, 3 fois, mais vraiment passionnément amoureux, incapable d'y aller, tu vois. Incapable d'y aller. Puis un jour, ben, hop, j'ai une femme qui m'a plu. Je n'ai pas dit c'est le coup de foudre de ma vie, ben, j'y suis allé. Et ça a été la première fois où je me suis dit, allez, j'y vais, quoi. Donc c'est par rapport à Clémence, ton épouse? Ah non, 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 voilà, non, j'ai eu Non? d'autres aventures avant. D'accord. J'en ai eu plein avant. Ok. Je vais pas les compter ici, mais non, Ok. j'ai eu quelques aventures. D'ailleurs, j'ai eu plein de ratages parce que j'ai essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça n'a pas marché. Puis il y a plein de fois où ça a marché. Puis tant mieux. Puis ça s'est pas fini parce que ni elle ni moi, bon, on s'est arrêté, quoi. Ça a été une Mais expérience initiatique la première fois. ouais, Tu as osé demander. ouais, ouais, Et ouais, après, le ouais, reste, plus facile. ouais. Après, est-ce que j'y suis allé par facilité? Je sais pas, mais elle était vietnamienne, au Vietnam. Donc l'aspect blanc, l'aspect machin, mais j'avais beaucoup d'affection pour elle. Et puis ça n'a pas été en claquement de doigts, quoi. Ça a Ouais. été un processus. En plus, c'est une Ouais. culture tellement différente que Ouais. beaucoup T'as de eu peur? prévention. Ouais, j'ai eu Ouais. peur, ouais, Ouais. ouais. Et puis elle, voilà, très comme ça quand même, tu vois. C'est pas que je Hmm. suis blanc, donc non, non, c'est tout un processus. Et après, ça a été encore autre chose, de séduire une Française en France, Ok. parce que du coup, les codes sont les mêmes, Et du donc, tu as coup, senti, en dépassant ta peur à chaque fois, que ça venait ah bah oui, renforcer ta bah bien confiance en sûr. toi. Bah, c'est un des sujets de la douche froide, hein. Et quand t'as rencontré ton épouse, Hmm. est-ce que c'était impressionnant pour toi? Est-ce que c'était facile? Non, ça a été facile, dans le sens où elle est tombée Parce... amoureuse assez vite, D'accord? et moi j'avais une copine à l'époque. D'accord. Donc j'ai largué ma copine pour rejoindre Clémence, D'accord. mais du coup j'avais une position confortable, parce que D'accord. j'avais déjà une copine. Et D'accord. c'est en fait au fur et à mesure de la rencontrer, discuter, je me suis dit, oula, oula, voilà, il y a un espèce de, il y a un univers. Et la copine que j'avais à l'époque était une super nana. C'est pas ça, c'est juste que c'était pas le même fit Hmm. qu'avec Clémence. Où du coup j'ai remercié cette fameuse Claire et je me suis retourné vers Clémence et on est sortis ensemble le 13 janvier et le 28 février, j'ai décidé de l'épouser. Donc en 1 mois et demi, enfin ça faisait Ouais, 2 c'était mois une qu'on se évidence. connaissait. Ouais. Donc en 3 mois et demi, je dis c'est elle. Et du coup elle est là maintenant. Ok.
On va conclure là-dessus. Ouais, d'accord. Merci Guillaume. Merci beaucoup, Jean-François. Si tu as apprécié cette interview, je t'invite vraiment à aller regarder dans la description de la vidéo. Tu vas trouver à la fois les coordonnées de Guillaume, ça c'est si tu as envie de le suivre sur les réseaux sociaux ou peut-être de le contacter pour te faire accompagner par lui ou de regarder les formations qu'il propose. Et puis tu trouveras aussi un lien d'accès pour le canal Telegram privé qui est associé à cette chaîne. C'est un espace dans lequel je partage tout ce que je trouve sur mon chemin, sur cette quête en fait pour comprendre ce qui fait d'un homme un homme, mais dans une ambiance un peu plus intimiste, un peu plus personnelle. Et puis c'est surtout un cercle en fait qui est réservé aux hommes. Donc tu vas trouver une communauté d'hommes bienveillantes qui ont envie d'avancer comme toi sur ce sujet. Et puis si tu fais partie de ces personnes qui trouvent que aujourd'hui leur confiance en eux ou leur estime d'eux elle est un petit peu fluctuante, qui aimeraient bien avoir une estime d'eux ou une confiance en eux qui soit stable et que tu te dis ça pourrait t'aider dans ta vie professionnelle, dans ta vie perso, dans ta vie amoureuse, dans ta vie relationnelle, tu trouveras aussi un accès à ma newsletter et à ma mini formation gratuite, les secrets pour développer sa confiance en soi.